à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Le sujet aujourd'hui, c'est le 19e congrès du Parti communiste chinois. C'est un parti qui gouverne, qui dirige, qui est le parti au pouvoir de notre pays, la Chine. La Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde. La première, si, selon le critère de parité de pouvoir d'achat. Alors, un parti aux premières puissances économiques du monde va faire un congrès. Dans ce congrès, on va faire non seulement le bilan de 5 dernières années, mais aussi élire les nouveaux dirigeants de bureaux politiques, de membres permanents de bureaux politiques et son secrétaire général, et fait aussi un plan à 5 années à venir. C'est bien sûr important. Je pense que c'est mérite de vous informer. Et pour vous informer justement du 19e congrès du Parti communiste chinois, je suis très heureux d'avoir un invité exceptionnel, pas comme les autres. Un invité, un politologue, un sinologue de la nouvelle génération. Si je dis de la nouvelle génération, c'est-à-dire j'ai rencontré beaucoup de sinologues lorsque j'étais correspondant d'un journal à Paris. Alors souvent des sinologues connaissaient bien la Chine de Grand Bond en avant, de la révolution culturelle ou de début de la réforme et d'ouverture de notre pays. Mais ils ignorent ce qui se passe aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas de notre invité aujourd'hui. Ils viennent très souvent, même je peux dire que plusieurs fois dans l'année, cette année je l'ai rencontré, c'est la deuxième fois, et surtout ils rencontraient des responsables politiques, des chercheurs, des journalistes, ses homologues, mais aussi ils font des enquêtes lui-même. Ils parlent avec des piétons dans la rue, avec des chauffeurs de taxi. Alors ils forment une information, une idée sur la Chine d'aujourd'hui. Il a même écrit un livre, Le défi chinois, qui est traduit en langue chinoise. Voilà, c'est celui-ci. Il est devenu un best-seller dans notre pays. Et surtout, je peux dire qu'il a plus de lecteurs en Chine, dans l'Empire de Milieu, qu'en Hexagone. Voilà, c'est Lionel Véron, son nom chinois, Wei Leonan. Bonjour. Bonjour Joëline, merci. Vous êtes plus connu en Chine qu'en France, parce que vous, non seulement votre livre est traduit en chinois, et surtout vous donnez aussi des conférences, vous rencontrez des journalistes. Quand vous donnez des réponses aux questions des journalistes de CCTV, cela veut dire que 600 millions de Chinois, vous avez vu. Écoutez, en tout cas, c'est toujours un grand plaisir d'avoir des contacts avec les médias chinois. Vous m'avez présenté comme politologue et sinologue. Je suis un sinologue de cœur, je dirais, même si j'ai une formation en langue et culture chinoise il y a très longtemps, puisque je suis un produit des réformes. En 1978, j'ai commencé mes études de chinois. Vous parliez de popularité ou d'image. Ma préoccupation, ce n'est pas la notoriété aujourd'hui. Et ça, c'est le fil conducteur de ma vie, puisque j'étais diplomate pendant très longtemps. Le fil conducteur, c'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui se passe réellement avec des pays qui nous intéressent, qui nous préoccupent, en faisant éventuellement ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire en discutant avec les chauffeurs de taxi ou les cireurs de chaussures. Oui, c'est pas du tout une anecdote. Les chauffeurs de taxi, et c'est le cas de partout dans le monde, sont certainement la catégorie de population qui voit passer le plus de personnes dans une journée et qui donc entendent le plus de commentaires. Oui. Et donc c'est toujours intéressant de les faire commenter. Bon, c'est l'avantage de parler chinois tout de même, de leur faire commenter la situation, parce qu'eux entendent ce que pense la masse en général, mais toute catégorie sociale. Surtout, ils ont une liberté de parole en plus, absolument. Ouais. Mais c'est vrai que, évidemment, il faut parler chinois et puis il faut, à Pékin, comprendre un peu le pékinois. C'est votre avantage. Voilà, c'est votre avantage. Vous parlez couramment le chinois. Bon, avant de notre discussion, avant de commencer, et surtout avant de vous entendre vos analyses sur ce 19e congrès, j'invite aussi nos téléspectateurs de regarder ce petit reportage fait dans la rue de Paris. Qu'est-ce que vous savez en fait du système politique chinois?
Rien. L'image de la politique chinoise, c'est on parle du communisme, donc c'est assez fermé. En fait, il y aura un congrès national qui va se passer en Chine au mois prochain. Est-ce que vous avez entendu parler de ce genre de choses? Non, pas du tout. Absolument pas. Non. Qu'est-ce que vous apprenez par exemple par rapport à la politique chinoise à l'école ou à la fac? Au lycée, on a fait sur Mao Tse-Dong et tout ça, mais pas beaucoup plus que ça. On a fait très rapidement la République démocratique de Chine, mais très rapidement. Et c'est tout. J'ai eu l'impression d'avoir un enseignement qui était vraiment occidentalo-centré. Et que même tout ce qu'on m'a dit sur la Chine après, enfin, notamment au niveau de mes études, etc., c'est toujours dans une perspective avec un regard qui est sur l'Occident, et c'est la Chine par rapport à ces Occidents. I don't like communism at all. I think it's been the cause of tremendous problems in the world. But in China, it seems to be working. I don't know. It doesn't seem to be so oppressive. I'm looking forward to traveling to China. I hope it would be easier to travel. Le Parti communiste et la Chine, pour moi, c'est quand même deux choses un peu différentes, même si, voilà, c'est le régime chinois à respecter, etc., bien sûr. Hein. Je veux croire qu'il y a un peu de, encore une fois, un peu d'ouverture. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, parce que je ne suis pas communiste, j'ai de forts doutes sur cette idéologie, doctrine, parti, etc. Les Français ne comprennent pas bien ce qu'est le Parti communiste chinois, parce que le Parti communiste chinois, c'est quoi? C'est en fait le parti du peuple chinois, qui est né à l'époque où la Chine a subi l'invasion des Japonais. Donc c'est plutôt un parti du peuple, pour essayer d'expliquer ce qu'est le Parti communiste chinois, où il y a différentes tendances qui s'expriment, et puis des débats, et donc c'est pas du tout un parti monolithique. Voilà, le Parti communiste chinois, pratiquement en France, c'est un sujet un peu ignoré par tout le monde, mais quand même c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la Chine est la deuxième puissance, même première puissance économique du monde selon les critères de parité de pouvoir d'achat. Pourquoi les Français ignorent la Chine? Pourquoi les Français ne s'intéressent pas à la première puissance économique du monde? C'est vrai, c'est réel ou c'est... Je pense que c'est en partie réel. Je dirais, je ferai trois remarques. La première, c'est tout de même que la France et la Chine, malgré le problème des communications, le progrès des communications, des échanges, des voyages, etc., les deux pays restent très éloignés sur le plan culturel, sur le plan de la psychologie sociale. Donc c'est tout de même très difficile pour les Français, mais c'est vrai pour les autres Européens à mon avis, de s'intéresser de près à la Chine tant qu'ils n'ont pas un lien direct quelque part avec la Chine. Ça c'est le premier point, et je pense que ça changera probablement assez peu, malgré les efforts qui sont faits. Même avec Internet, avec tout ça? Non, au contraire, je pense que quelque part Internet fait peur, c'est-à-dire on voit des tas d'informations sur Internet qui en réalité inquiètent plus qu'elles rassurent. Donc Parce qu'il y a trop de fausses informations. Il y a une masse de fausses informations ou d'informations biaisées, où c'est très difficile aujourd'hui d'aller chercher de l'information réelle sur Internet. Mais je pense aussi que la deuxième, il faut tout de même avoir cela en tête, la deuxième raison, c'est que si l'on regarde la France et l'Europe, mais surtout la France aujourd'hui, la situation politique, économique et sociale est tout de même très détériorée, disons, depuis quelques années, pour utiliser un euphémisme. Et les préoccupations des Français aujourd'hui, si l'on prend le mois d'octobre 2017, c'est davantage les réformes, les taxes, les impôts, la problématique des migrants, etc., davantage que le 19e congrès du parti, qui pour eux ne signifie pas grand-chose. C'est aussi cela, c'est-à-dire dans les périodes fastes, on peut s'intéresser au reste du monde, si l'on a envie. Maintenant, lorsque l'on est pris dans cette situation dégradée, économique et politique, évidemment, on dit en français, les gens ont le nez sur le guidon. Ils ne regardent pas beaucoup plus loin. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Oui, pour la population, je comprends. Ça, c'est ce qui se passe aux alentours d'eux, c'est le plus important. Mais pour les dirigeants français, la Chine est quand même un partenaire économique et commercial très important. Donc pour, par exemple, le président français, le Premier ministre, les ministres, les chercheurs,
les journalistes, eux, ils devaient s'intéresser à la Chine, non? Alors, ce sont des catégories bien différentes. Il y a les journalistes qui s'intéressent à la Chine parce que ça permet de faire des scoops. En général, lorsque quelque chose va mal en Oui, Chine. quand l'homme mord le chien. Voilà, oui, ou comme on dit, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas les journalistes. Oui, qui voilà, arrivent, c'est tout ceux à qui n'arrivent fait. que en retard. Donc ça je dirais, ce n'est pas propre à la France. C'est quand même, sur le plan médiatique, assez général. Maintenant, la question des dirigeants ou des hommes politiques français par rapport à la puissance chinoise, ça c'est effectivement un autre problème. C'est-à-dire que on a le sentiment en France que les responsables politiques français ne voient la Chine qu'à travers la lentille économique, c'est-à-dire économique dans le sens où leur seule préoccupation c'est de savoir si les entreprises françaises vont pouvoir faire du business en Chine, si elles peuvent faire ouvrir les portes de la Chine, etc. C'est exclusivement la dimension économique et c'est un peu, à mon sens, un problème stratégique, c'est que certes la Chine est devenue la puissance économique que vous évoquiez au départ de l'émission, mais il est évident qu'au XXIe siècle, la Chine sera davantage qu'une puissance économique. Évidemment. Et donc c'est un peu préoccupant Surtout. de voir que des hommes politiques qui sont censés préparer l'avenir du pays ne se préoccupent que de la dimension, je dirais, économique, entreprise, et pas de la place de la Chine dans le monde. Oui, on pense souvent, moi je pense souvent au général de Gaulle. Absolument, absolument. Absolument. Donc honnêtement, je trouve que c'est un peu préoccupant parce que, pour schématiser, nous avons deux grandes problématiques aujourd'hui qui intéressent à mon avis la France et l'Europe. C'est l'émergence de la Chine parce que ça provoque un bouleversement mondial, stratégique, économique, politique. Et puis l'autre, c'est évidemment l'émergence du phénomène du retour de l'islam, je dirais, en masse comme mode d'organisation des sociétés. Et honnêtement, aujourd'hui, encore une fois, les hommes politiques sont bien plus préoccupés par des questions domestiques, internes, de rapports entre eux, que par la vision que vous citiez le général de Gaulle. Le général de Gaulle était tout de même un de ceux, des rares grands dirigeants français qui avaient une vraie vision. Nous en avons eu plusieurs. Une vraie vision stratégique mondiale. Une vision de l'avenir, une vision sur le long surtout, terme. oui, voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu perturbé par la médiatisation de la politique, il faut dire, par les petites phrases, les petits mots, les querelles internes, et c'est un peu dommage. Dans le reportage, la dame avait dit « Ah, communiste chinois, je ne suis pas communiste, je ne connais pas très bien, j'espère que le Parti communiste soit plus ouverte, etc. etc. » C'est intéressant. C'est très intéressant, ça montre du côté français, on ne connaît vraiment pas très bien le Parti communiste chinois. On dit le Parti communiste chinois est le parti unique au pouvoir. Alors on critique souvent la Chine sur ce point, c'est la dictature, etc. Mais en réalité, un parti au pouvoir en Chine et un parti au pouvoir comme par exemple le socialiste de François Hollande, c'est quand même très différent. Les partis, la notion de parti en Chine est très très différent que la notion de parti en France. Oui, mais c'est très différent précisément parce que l'histoire politique du pays n'est pas du tout la même. Oui. C'est-à-dire que dans le cas de la Chine, le Parti communiste a une légitimité historique, qui est le fait qu'il est le fondateur de la République populaire de Chine en 1949. Il y a d'abord le parti après Exactement. La République. Et qu'il est l'héritier d'une lutte nationaliste pour la libération du pays face aux Japonais, face à l'impérialisme étranger, etc. Donc c'est très difficile de comparer les deux aujourd'hui. Je dirais la légitimité du parti aujourd'hui, depuis 1949, elle est la légitimité qu'avait le général de Gaulle en 1945, à la fin de la guerre, c'est-à-dire un homme qui libère le pays, qui a du charisme, etc. Mais il faut noter que le général de Gaulle se voulait toujours au-dessus des partis et qu'il a démissionné parce qu'il critiquait la politique des partis, qu'il considérait justement comme trop focalisée sur des questions de querelles de partis et pas sur le destin de la France. Voilà. Et lorsqu'il est revenu en 1958, il n'avait pas de parti. Oui. Donc ça fait effectivement une différence, je pense, fondamentale de concept. C'est-à-dire que un parti dirigeant, c'est le cas ici, un parti dirigeant représente effectivement les différentes classes de la population, surtout depuis les réformes d'il y a quelques années, quant à l'adhésion au parti. Et donc c'est un échantillon, effectivement, représentatif de la population normalement. Alors après je ne rentre pas dans les détails sur les modes de sélection, etc. Mais en tout cas, ça représente l'ensemble des classes de la population. C'est, dans mon esprit, une sorte de Sénat.
Parce qu'au fond, si l'on regarde la France et le Sénat, nous avons 350 et quelques sénateurs qui sont des grands, des élus par des grands électeurs en réalité, puisqu'ils représentent les collectivités locales. Et en réalité, ils ont le même pouvoir quasiment que l'Assemblée nationale qui représente le peuple. Donc finalement, c'est dans ce sens-là une forme de Sénat, moins calcifié peut-être que le Sénat français, mais qui, en théorie, représente effectivement l'ensemble des classes de la population et donc l'intérêt de l'ensemble des classes de la population. Voilà. Et c'est très bien expliqué. Je vous invite à regarder notre deuxième reportage pour mieux comprendre le Congrès et le parti. La Chine est le pays le plus peuplé et la deuxième économie au monde, avec des intérêts répandus partout à travers le globe. Les décisions politiques prises en Chine affectent la vie de plus d'1,3 milliard de personnes et influencent également la direction du monde. Parti fondateur de la Nouvelle Chine, le Parti communiste chinois est né en 1921. Durant les presque 100 ans qui ont suivi sa création, le Parti communiste chinois a conduit le peuple chinois vers l'indépendance nationale et la prospérité. Sous la direction du Parti communiste chinois, le peuple chinois a remporté de grandes victoires. 60 ans d'avancée dans l'évolution de la Nouvelle Chine ont permis à ce plus grand pays en voie de développement du monde de s'extirper de la pauvreté en une période de 30 années seulement et de devenir la deuxième économie mondiale, ce qui a créé un miracle dans l'histoire de l'humanité. En 1921, le Parti communiste chinois a organisé son premier congrès national à Shanghai. Et depuis, le congrès national du PCC se tient tous les 5 ans, exerçant d'importantes influences sur l'histoire du développement de la Chine. Depuis le 18e congrès en 2012, l'économie chinoise a maintenu une croissance à grande vitesse. D'après le Bureau national des statistiques de Chine, durant la période 2013-2016, la croissance du produit intérieur brut national a augmenté à un taux annuel moyen de 7,2%, un résultat largement supérieur à la moyenne mondiale de 2,5% et à celle des économies en voie de développement qui a enregistré une augmentation de 4%. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, le PCC poursuit sa politique de tolérance zéro. Depuis 2013, plus d'1 million de cadres corrompus ont été sanctionnés. La Chine a par ailleurs approfondi la mise en œuvre de l'initiative Ceinture et Route qui n'a cessé d'agrandir son influence internationale. Sommet de l'APEC à Beijing en 2014, sommet du G20 à Hangzhou en 2016, forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale, sommet des BRICS à Xiamen en 2017. La Chine a ainsi fait rayonner les caractéristiques de sa diplomatie de grande puissance. En fait, le Parti communiste chinois, le congrès du Parti communiste chinois a non seulement la vocation d'élire leurs dirigeants, le bureau politique, etc. Mais aussi, il a un travail économique. Et surtout, il devait faire un plan pour les 5 années à venir. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'histoire en Chine, il y a d'abord le parti, après le parti a fondé le Parti communiste chinois. Alors, cette différence entre le Parti communiste chinois et les partis des autres pays, parti, ce mot est très intéressant, parti représente l'intérêt d'une partie de la population. Tandis que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le parti en Chine, il y a à peu près 90 millions de membres de parti. Et ce fait comment dirais-je, un effet positif par le rapport entre le parti et l'État. Oui, je pense que ce qui est peut-être intéressant juste à noter, c'est l'importance du parti dans le système politique ici et dans les relations avec la population et le rôle et la place des partis. Aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme la France, on l'a vu aux dernières élections, ce que l'on constate, c'est chez nous une désaffection massive pour les partis politiques et donc pour le concept même de parti, puisque nous sommes dans un système
officiellement multipartite. Si l'on compare, nous avons 90 millions de membres du parti en Chine, c'est-à-dire 8 et quelques % de la population en âge de voter, donc adultes. Si l'on compare avec la France, oui, en France, nous sommes à 1% avec 514 000 adhérents et encore les chiffres des partis sont gonflés puisqu'on n'arrive pas à avoir des chiffres précis. C'est à peine 1% de la population en âge de voter. Ce qui signifie qu'effectivement, alors que c'est au fond plus facile de s'inscrire dans un parti politique en France qu'en Chine, parce qu'il y a quand même des vérifications en Chine de moralité, etc. Oui, en France, on prend une carte, c'est très facile. Et 1% seulement de la population adulte considère que ça présente un intérêt d'aller dans un parti politique. Donc ça signifie qu'effectivement, il y a une différence fondamentale de système politique par rapport à la notion de parti elle-même. Voilà. Bon, revenons à notre congrès, le 19e congrès. 19e congrès, tout à l'heure j'ai déjà dit, il va élire son nouveau dirigeant, ses nouveaux dirigeants de bureau politique, membres permanents et son secrétaire général. Et surtout, il va faire un plan pour les 5 années à venir. Oui, je vous invite de regarder notre 3e reportage. Le 19e congrès national du Parti communiste chinois s'ouvrira le 18 octobre 2017 à Beijing. Il s'agit d'un congrès d'importance majeure qui se tient à un moment crucial pour la construction d'une société de moyenne aisance et pour le développement du socialisme aux caractéristiques chinoises. Le congrès devra par ailleurs élire un nouveau comité central du PCC et une nouvelle commission centrale de contrôle de la discipline. Avec son important ordre du jour, ce congrès a déjà suscité un vif intérêt au sein de la communauté mondiale, mais aussi parmi les médias internationaux. Ancien chroniqueur économique à France 24 et correspondant en Chine, Baptiste Falvaux va suivre attentivement le 19e congrès du Parti communiste chinois. La première chose qu'il faut noter, c'est que le gouvernement a surtout réussi à maintenir une vraie stabilité économique alors qu'on pouvait prédire des problèmes. Je pense notamment à un ralentissement de la croissance qui était attendu par certains experts. Je pense à l'explosion de la bulle immobilière. Tout cela n'est pas arrivé. Au contraire, la Chine a montré qu'elle avait les reins solides et qu'elle a réussi à se maintenir vraiment sur une route assez stable en ce qui concerne cette croissance. Enfin, d'un point de vue de la société, je noterai quand même que l'assouplissement du contrôle des naissances a été une chose très positive. La Chine en avait besoin. La population qui, on le sait, est en train de vieillir doit se rééquilibrer et c'est une chose qui est arrivée quand il le fallait. Enfin, dernière chose, j'ai l'impression quand même que lors de ces 5 dernières années, il y a une vraie volonté politique de lutter contre la pollution. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez des 5 dernières années après le 18e congrès, après l'élection de Xi Jinping comme secrétaire général? Et il me semble que nous sommes rentrés dans une période charnière des réformes et de l'évolution de la République populaire, puisque au fond, depuis 30 ans, les 35 premières années, depuis 1978, ce que nous avons connu, c'est une sorte de rééquilibrage d'abord de la puissance économique chinoise et du développement économique et social, puisqu'il n'y avait pas de raison, il y avait un rattrapage à faire, qui a été fait avec succès, comme le dit le journaliste. Ça a été fait avec beaucoup de succès pendant 35 ans. Et puis, au bout de 35 ans, il faut dire une chose. La transformation industrielle, pour ne pas dire la réforme industrielle de la Chine, en gros, s'est faite en 25 ans, là où nous, en Europe, nous avons mis un siècle. Donc naturellement, les problèmes qui ont été générés par ces réformes sont massifs parce que c'est trop rapide. On évoquait la pollution tout à l'heure, évidemment, il y a des tas de problèmes qui ont été générés parce que ça a été beaucoup trop rapide, y compris sur le plan social, parce qu'une société s'adapte à son développement économique et industriel. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui, effectivement, je pense que depuis 5 ans, nous sommes entrés dans une période charnière qui va certainement se poursuivre pour les 5 années à venir, dans le sens où d'abord, à l'évidence, le parti lui-même, le parti dirigeant, avait un certain nombre de faiblesses qui ont été identifiées officiellement et on ne peut que se féliciter de la lutte contre la corruption. Je note d'ailleurs qu'en 2009, lorsque j'ai fait la campagne de publicité pour mon livre ici, j'ai été interrogé en direct sur le site china.com.
Et un des auditeurs, donc c'était en direct, un des auditeurs m'a demandé quel est à votre sens le plus grand problème de la Chine aujourd'hui. Et j'ai répondu, et ça a été diffusé en direct, j'ai répondu à l'époque, de toute évidence, c'est la corruption. C'est la corruption. Ça a été repris d'ailleurs dans beaucoup de journaux, etc. Donc, je crois qu'effectivement, la lutte contre la corruption, c'était un élément majeur et qu'elle elle se poursuit, mais qu'elle est suffisamment avancée pour donner un coup de fouet au redémarrage d'une autre Chine. Je pense que ça, c'est le premier point sur le plan intérieur. Et le deuxième point, évidemment, c'est la stratégie que vous avez évoquée, qui est clairement une stratégie, justement, d'émergence dans l'ordre international, c'est-à-dire de redéfinition d'un ordre international. Quelle est la place de la Chine dans le monde? La place de la Chine et au fond, quelle est la place des autres? Parce que la place de la Chine aujourd'hui rapport à pose la le Chine, problème oui. aussi de la place des États-Unis, par exemple. Donc c'est un ensemble. Oui. Et pour tout à l'heure j'ai dit aussi, il y a des nouveaux dirigeants qui seront élus, mais apparemment la réélection de Xi Jinping comme secrétaire général, il n'y a pas beaucoup de doutes parce que sa popularité, c'est ce qu'il a fait ces 5 dernières années, c'était évident. Mais, oui. Je voudrais juste dire, puisqu'on revient à ce que pensent les politiques, et comment ils perçoivent la Chine, j'ai vraiment le sentiment que, compte tenu de leur quand même assez grande ignorance de comment fonctionne la Chine, la seule préoccupation des politiques françaises, c'est un peu comme l'élection d'un pape, c'est-à-dire on attend que la fumée blanche sorte et on veut un nom, c'est tout. Mais le reste, qui est derrière, qui sont les autres, etc., quelle est la politique, en réalité, ça n'est pas très pertinent. Je crois que c'est vraiment l'élection d'un pape, dans leur esprit, c'est vraiment cela. Oui, ça c'est assez typique. Oui, mais alors, parlons un peu, quand même, une fois le fumet blanc sorti, il faut quand même regarder quels seront les plans pour les 5 années à venir. En général, les Chinois font un plan et ils le réalisent. C'est ça qui est intéressant et important. Alors, qu'en pensez-vous pour les 5 années à venir? Bon, je ne suis ni un dirigeant chinois, ni chinois. Non, un observateur attentif. Donc, en tant qu'observateur très intéressé, en tout cas, j'ai le sentiment, si je lis évidemment les discours, je vois les documents officiels qui sont sortis ces derniers mois, et j'ai le sentiment qu'une fois passée cette question majeure des problèmes internes qui sont la corruption, etc., et même, comme disait le journaliste tout à l'heure très justement, la stabilisation économique du pays au niveau de la croissance et de son développement, j'ai le sentiment que la grande priorité pourrait bien être, dans les 5 années à venir, la politique extérieure, c'est-à-dire la politique extérieure qui a un volet économique, puisque le programme... la nouvelle route de la soie. Les nouvelles routes de la soie. Une ceinture et une route. Voilà, c'est la façon de dire en chinois. Une ceinture et une route, voilà. Et j'ai le sentiment qu'effectivement c'est naturellement ça la haute priorité parce que d'une part il y a un impact sur l'économie chinoise, sur le développement de l'économie chinoise, il y a un impact sur l'image de la Chine en tant que nouvelle grande puissance au-delà de l'économie, mais il y a aussi un impact sur la définition d'un nouvel ordre international, c'est-à-dire normalement plus équilibré par rapport aux pays en voie de développement, etc. Donc j'ai le sentiment, et à juste titre, je pense que ce sera la priorité du deuxième mandat, du deuxième terme du président Xi, puisque c'est lui qui a lancé le projet, le concept même. Et je pense que c'est très pertinent parce que je pense qu'au fond, quelles que soient les difficultés qui vont être rencontrées, qui à mon avis sont très nombreuses, mais c'est une stratégie qui est en tout cas attendue et appréciée certainement dans beaucoup de pays. Parce qu'elle donne l'impression que... Surtout les pays en voie de développement. Que pour une fois, on va se pencher sur de vrais problèmes des pays en voie de développement et plus seulement sur les problèmes des pays industrialisés en difficulté. Bon, merci beaucoup, merci Lionel, c'est très clair, votre explication, votre analyse. J'espère que je peux vous inviter plus souvent sur notre plateau parce que on a besoin des analyses, surtout sur des informations difficiles à comprendre. Voilà, merci du fond du cœur et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et j'espère que notre émission vous donne plus d'informations dans le futur sur la Chine et sur le monde. Merci beaucoup.